pour ce premier retour d'expérience. On va vous parler d'un projet hyper important sur le territoire, le nouveau siège social de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté qui a été réalisé en BIM niveau 2. Alors niveau 2, on va vous expliquer de quoi il s'agit, enfin c'est pas moi qui vais le faire. Je vous remercie d'accueillir pour cela Alice Mukieli et Arthur Vinel qui sont architectes de l'agence Gram Architecture. Merci de les accueillir. Bienvenue Adol, merci parce que pour vous ça a été un petit peu la course, on le sait, donc merci beaucoup. Alors tout simplement en quelques mots, un retour d'expérience, on va vous demander de nous expliquer de quelle opération, je l'ai un peu dévoilé un peu le sujet mais pas trop dans le détail, de quelle opération on va parler, pourquoi le BIM a été utilisé sur cette opération et ensuite vous allez nous expliquer le comment et puis le retour d'expérience que vous en faites. Je vous laisse la parole, je vous laisse la scène et puis la régie est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler du siège social de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, qui est un bâtiment de 12 500 m² construit. Nous, on va brièvement juste vous présenter l'agence. Alors, on peut mettre la première slide si vous le souhaitez. L'agence, on a 20 ans d'expérience. On est une agence qui construit exclusivement en construction bois et biosourcée, mais principalement structure bois. Et nous avons mené ce projet, on est une dizaine de personnes à l'agence, on a un pôle conception et un pôle exécution, et on a mené ce projet depuis 2000. Les premières esquisses datent de 2015, novembre 2015, donc c'est toujours des projets qui sont un peu longs parfois, parce que plein de complexités, de questions aussi, d'évolution de projets, etc., etc., sur lequel on en revient tout juste avec Arthur. Donc, moi, je suis responsable du projet et Arthur s'occupe de toute la partie exécution, cellules de synthèse, etc. Donc, il a un gros sujet qu'il va aborder et je lui laisserai la parole pour en parler plus précisément. On peut peut-être mettre la première slide ? Ouais. Ok. Donc voilà, donc c'est un projet. La Caisse d'épargne nous a demandé d'avoir un projet qui était emblématique mais non ostentatoire, qui devait être... la Caisse d'épargne a des forêts, est propriétaire de certaines forêts. Et donc, ils voulaient un projet qui soit biosourcé, emblématique, et aussi parce qu'il porte une valeur régionale, puisque c'est des caisses qui sont régionales. On a, nous, on a fait une proposition d'un projet qui était conforme à notre philosophie, c'est-à-dire sur une idée de le bon matériau au bon endroit, avec une structure en bois, mais qui est économe en termes de matière, puisqu'on est sur un système poteau-poutre et un système de mur ossature bois en remplissage de façade. On avait une volonté d'être 100% filière sèche, qu'on a respectée, puisque même le gros œuvre a joué le jeu, c'est-à-dire que le gros œuvre a fait des prémurs qui a coulé, on coule qu'une partie des prémurs, mais sinon tout est commandé d'avance. Donc on a un socle en béton et on a 6 niveaux en structure bois. Avec là, on a une double peau largement ventilée qui fait une peau bioclimatique. On est sur une mission complète de maîtrise d'œuvre avec des missions complémentaires. Alors s'il y a des mots s'il y a des sujets qui ne sont pas très compréhensibles, je vous inviterai à me demander ce que c'est. Mais on a du coup une mission d'exé qui comprend le descriptif quantitatif détaillé, la mission de synthèse et une phase de projet complémentaire, c'est-à-dire de description de projet un petit peu plus précise, qui s'appelle l'exé 0. On avait aussi, du coup, évidemment, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, une mission BIM. Et c'est nous, en tant qu'architectes, qui l'avons portée, c'est-à-dire qu'on a souhaité conserver le BIM management avec un sous-traitant qui s'appelle l'atelier Juno, qui nous a accompagnés tout au long de ce projet et qui nous a permis, nous, de monter en compétences. Donc on va avancer. Voilà. Donc notre maîtrise d'ouvrage nous a, dès les prémices du projet, nous a demandé d'être en BIM. Je pense qu'ils ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. C'était plus une image de marque d'avoir du BIM, mais on a quand même on a essayé de travailler avec eux leur cahier des charges, parce qu'ils n'avaient pas de cahier des charges, ils ne savaient pas trop de quoi il s'agissait.
Et donc, on a vraiment travaillé avec eux ce que ça voulait dire de construire en BIM et en quoi ça pourrait leur être utile a posteriori. Ce qu'il en dégage, c'est que on est, comme on peut voir, on a le cycle de vie d'un bâtiment, on a quand même 80%, plus de 80% qui est sur l'exploitation-maintenance. La phase de conception, de chantier, etc., c'est une phase qui est extrêmement mince finalement dans le cycle de vie d'un bâtiment. Et la maîtrise d'ouvrage a vraiment souhaité pouvoir exploiter son bâtiment après, maintenir. Il y avait vraiment une idée de qu'est-ce que ça voulait dire. Eux, ils nous disaient qu'il y avait des déménagements permanents, et donc ils ont même des gens qui sont dédiés au stock, etc. Donc ils avaient vraiment besoin de pouvoir gérer tout ce qui était leur stock, leur déménagement, etc. Donc il y avait une notion de maintenance. Et ensuite est venue s'ajouter à ça la notion d'exploitation. Ils veulent un bâtiment qui soit du flex office, que tout le monde puisse gérer ce qu'ils veulent, les lumières, les protections solaires, etc., indépendantes. Et pour ça, il fallait qu'ils aient une maquette du bâtiment qui puisse répondre à l'ensemble de leurs besoins. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a développé le BIM avec eux. Donc en phase de conception, on construit en bois, donc on monte très rapidement des maquettes physiques et des maquettes numériques aussi dans un second temps pour comprendre, regarder nos détails, voir comment ça fonctionne, voir l'espace qui est créé, voilà, gérer tout ça un peu en détail. Et donc, on a souhaité être moteur au sein de nos co-traitants sur la volonté d'être en BIM. Donc on s'était aussi dans un moment de monter en compétences, enfin c'était dans une idée de monter en compétences de manière générale, et puis c'était au moment où on commençait nous à vraiment être en Revit. On était surtout en AutoCAD et on faisait déjà de la 3D avec d'autres logiciels, mais là on a voulu vraiment passer à Revit au sein de l'agence, et c'est dans ce cadre-là que du coup on a décidé de tout se passer en conception autour de Revit. On était en BIM niveau, on est en BIM niveau 2 parce que le BIM niveau 3 était en 2016, c'était quelque chose qui était un peu complexe et qui n'existait pas trop en France. Ça existait potentiellement un peu aux États-Unis, mais pas vraiment en France. Et on avait donc tous nos maquettes. Donc le BIM niveau 2, c'est qu'on a chacun nos maquettes et qu'après on les regroupe sous une seule maquette. Bon, je pense que vous devez tous savoir de quoi il s'agit, mais voilà. Donc l'idée, c'était de fluidifier les échanges et puis de pouvoir aussi gérer l'économie de projet, parce que donc dans l'Exé 0, on a une notion d'économie de projet, et savoir quel était le détail, tous nos métraits, etc., sont quand même plus simples à réaliser avec Revit que des métraits qu'on réalise à la main, qu'on a toujours fait, mais en tout cas, il y a une vérification qui est un peu plus simple. Je vais seconder un peu Alice sur cette partie-là. Oui, pourquoi le BIM chez les entreprises? Donc nous, globalement, on a poussé la conception, on s'est vraiment appuyé sur la maquette numérique en essayant de travailler au plus avec nos co-traitants en échange de données, donc en 3 dimensions. C'était principalement quand même sur l'aspect spatial de la maquette numérique, plus la question des métraits du quantitatif. Et donc l'idée, c'était de pouvoir transmettre après ces maquettes aux entreprises pour leur apporter une compréhension du projet. Comme on est en structure bois, il y a une notion importante de la régularité de la structure, de sa mise en place, de ce qu'on peut toucher, pas toucher. On n'est pas dans du béton que tout le monde maîtrise, mais on est dans un bâtiment bois que les entreprises qui interviennent aujourd'hui avaient, pour la plupart, je pense, jamais fait de bois, à part celle qui fait de la charpente. Donc ça permettait d'avoir une bonne illustration et un bon support pour que toutes les entreprises fassent leurs exés à partir de notre maquette, pour voir un peu les places qu'elles avaient, ce qui pouvait toucher, pas toucher, vu que la structure se comportait un peu différemment d'une structure béton tradi dans laquelle ils savent à peu près où est-ce qu'il faut qu'ils demandent leur réservation. Donc c'était un bon outil de transmission de l'information de la phase conception
à la phase réalisation. Il y avait également voilà, la notion d'exé 0 dont vous a parlé Alice sur la partie structure et fluide, sur les lots techniques, qui a permis aussi d'avoir une passation un peu plus fluide, si je peux dire, entre l'équipe de conception et de réalisation. On peut peut-être passer à la slide suivante. Tu veux peut-être... Alors comment ? Alors les premières étapes, donc on n'avait pas de cahier des charges, donc on est un peu parti à l'envers. On a fait pas mal de pédagogie aussi auprès de la maîtrise d'ouvrage. Et quand est arrivé, donc nous on a mis entre co-traitants la mise en place. On a fait la mise en place d'une charte BIM déjà pour établir les bases de conception en BIM. Et ensuite, en phase chantier, le BIM Manager a mis en place le BIM Execution Plan qui définit les niveaux de définition par corps d'état notamment, parce que c'est pas la peine qu'un électricien dessine très précisément sa prise. Le tout, c'est de savoir où elle est positionnée et qu'est-ce que c'est comme type. Donc les informations, c'est ça qui est important. Donc le BEP définissait tout ça, et donc on a commencé la première réunion de chantier, la première réunion de chantier autour du BIM s'est faite sur la mise en place de ces bases qui étaient écrites, qui sont écrites dans le BEP. Après, on a fait un BIM niveau 2 avec les entreprises également. Malheureusement, on aurait voulu pousser un peu sur la mise en place d'un cloud et donc du coup d'un BIM niveau 3 avec une maquette unique, mais c'était un peu utopiste de notre part, je pense, parce qu'on n'avait pas tous la même maturité sur les connaissances et pas tous les mêmes compétences en BIM. Pardon. Et puis, on a fait plusieurs réunions d'information et après, surtout, on a eu un gros travail d'itération avec l'acquéreur, à savoir quelles étaient les données dont il avait besoin pour son exploitation maintenance. Parce qu'en fait, ce qu'on expliquait aux entreprises, et ce qui n'est pas toujours très compréhensif, c'est que cette maquette-là, elle nous sert à nous, effectivement, parce qu'on a une mission de synthèse, et donc du coup, on fait notre synthèse en BIM, mais c'est aussi dans une volonté de transmettre à l'acquéreur la maquette de son projet et qu'il puisse l'exploiter pour en exploiter les données, donc que la personne qui gère les stocks puisse savoir de quel marqué le luminaire pour qu'il puisse passer commande et la changer a posteriori, savoir où elle est positionnée, etc. Donc c'est ça les étapes de projet, en tout cas c'est les différentes étapes. Et voilà, et après on va passer plus en c'est un peu plus rapidement sur l'opérationnel. Donc globalement, comme vous l'avez expliqué, on reste en phase chantier sur les documents d'exé finaux, dont les maquettes pour les lots qui en ont produites sont réalisés par les entreprises. Et donc là, c'est mis en place la cellule de synthèse qui était un peu quand même le cœur d'utilisation du BIM là en chantier. C'était la synthèse. Donc tous les corps d'état de structure et de technique ont travaillé sur des maquettes numériques, pas forcément sur du Revit. On avait vraiment un panel de logiciels différents, donc on a travaillé en format ouvert autour de l'IFC et du format Revit natif pour ceux qui en produisaient. On a mis en place donc une cellule de synthèse autour de ça, avec un processus d'échange, donc de réception de maquettes d'exé 0 entre guillemets de chaque entreprise ou de la maîtrise d'œuvre pour les lots bois et béton qui avaient été amorcés par la maîtrise d'œuvre. Et on a travaillé, en fait, on a démarré un processus d'itération de synthèse comme on peut le faire traditionnellement en 2D pour faire des premières... alors, on n'a pas commencé par des détections de clash, on a commencé par expliquer aux lots fluides déjà ce qu'ils pouvaient tout exploiter sur les maquettes d'exé 0 qu'on a pu leur livrer pour qu'ils positionnent au maximum leur réseau dans les bonnes conditions, qu'ils puissent positionner leur demande de réservation sous forme de famille partageable entre les différents logiciels métiers. Tout ça, on l'a ensuite transmis aux entreprises de structure qui ont fait vraiment leur maquette d'exé propriétaire pour aller vers le béton ou vers la charpente, qui ont intégré ces réservations. Et là, on a poursuivi les itérations en faisant des intégrations de réservations, des détections de conflits via Navisworks, je crois, il me semble, c'était
qu'on a ensuite, desquels on a extrait des rapports de conflit, que nous, en tant que cellule de synthèse, on a étudié, on a fait remonter les informations. Donc on a fait ce travail qui est une itération jusqu'à ce qu'on essaye d'éliminer les conflits. Bon, en pratique, ça s'est révélé un peu fastidieux parce qu'en BIM niveau 2, avec que des logiciels métiers différents, ça demande de vraiment séquencer cette phase de travail, export de maquettes, diffusion, contrôle, fusion, détection de clash, analyse, et tout ça pour le faire de semaine en semaine sur des temps qui sont quand même très réduits de préparation de chantier qui se chevauchent voire même avec le début du gros œuvre. Ça a été assez fastidieux et ça, sans forcément qu'on ait peut-être le temps, et je pense qu'on rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, vraiment d'avoir la pédagogie autour des entreprises qui, même si certaines étaient très calées dans leur logiciel métier, je pense par exemple au charpentier qui, on n'a rien à lui apprendre sur CADWork, et ben, dès qu'il s'agissait d'échanger des données, c'est-à-dire d'exploiter un nuage de réservation qu'on lui donne en IFC, et après de faire un retour de valider ou pas des réservations, là tout de suite ça a paru assez compliqué, alors qu'ils sont, je pense que c'est des personnes qui maîtrisaient le mieux leur logiciel métier. Donc voilà, on a décelé un peu des petits blocages là-dessus, mais en tout cas la philosophie était là, on a pu faire ces détections de clash et je pense que ça nous a apporté quand même une plus-value on a pu éviter certains écueils, même si on ne s'est pas évité quelques carottages, comme sur tout chantier. Peut-être qu'on peut passer sur les slides suivantes. Voilà, il y avait aussi un aspect ordonnancement sur toutes les maquettes, que ce soit la peau vitrée, la structure bois. On a attribué un peu des notions de phasage à chaque élément, ce qui a permis de sortir comme ça assez facilement des illustrations du phasage des projets. Si vous pouvez du coup peut-être passer sur les slides suivantes. Voilà, il y a peut-être qu'il faut lancer la vidéo pour qu'elle se diffuse. Je sais pas si... Le son n'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Donc ça va résumer un peu tout ce qu'on vous a raconté, mais là on a des vues un peu rendues un peu sympa. On avait la maquette de conception. Là vous avez les maquettes entreprises là qu'on a extraites et rendues superposées l'une après les autres. Donc ça c'est tout vélo technique. Ça permet de figurer un peu la densité d'informations qu'on a pu manipuler. Ça, c'est les nuages de réservation dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on a un assemblage des lots clos couverts et des lots techniques. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout le travail. Vous voyez, on avait quand même pas trop mal poussé la définition de la conception, notamment de la structure bois, pour avoir un support tridimensionnel de ce qu'on pouvait passer pour les lots techniques. Donc ça, c'est le petit processus de réservation. En soi, on n'a rien inventé, mais on a réussi à le mettre en place et ça a fonctionné. Une illustration du coup quand on extrait les données de phasage et qu'on en sort une vidéo, ça donne un peu ça. Et là, on vous raconte pas trop de bêtises, c'est quasiment comme ça que ça s'est passé. Pour la structure, exactement comme ça. Il n'y a eu aucune adaptation puisque tout est préfabriqué, donc tout est géré en termes de gestion des stocks et d'approvisionnement de cette manière-là. Voilà. Le montage de la peau vitrée qui répondait à des logiques de chargement pour ne pas déformer la structure au fur et à mesure. Et surtout, voilà, la notion dont on n'a pas encore parlé, c'est la préfabrication, c'est que ce soit, si on en a parlé un petit peu d'ailleurs, chez le bétonneux, chez le charpentier, chez le façadier qui a réalisé toute la peau vitrée, on est entièrement en préfabrication. Et toutes les pièces qui ont pu être fabriquées et posées sur le chantier, elles sont directement issus des maquettes BIM qui nous ont servi à faire la synthèse, les détections de conflits, les vérifications. C'est aussi de ces maquettes que sont sortis tous les livrables qu'on a contrôlés. Et donc là, on va peut-être, sur la slide suivante, alors je vais commencer par les limites, pardon, je vais inverser, mais c'est là où il y a une limite principale, et ça s'est senti tant sur la question de la synthèse que sur la mission exé, c'est comment on exploite la maquette pour que, disons, c'est pas légalement, mais pour qu'on puisse apposer nos visas. En fait, on n'a pas visé des maquettes, on a visé que des documents 2D, des carnets de détails, des plans. On a fait de la synthèse avec des maquettes, mais finalement, pour faire des réunions de synthèse, à part d'être vraiment équipé, ce qui n'était pas notre cas, et d'avoir vraiment que des acteurs au sein d'entreprise qui soient vraiment à fond dans la question du BIM, il faut des plans avec des plans de réservation, qu'on voit les conflits. Et il faut des documents 2D sur lesquels tout le monde, quel que soit son niveau de compétence, puisse échanger.
Donc ça nous amène... Ouais, vas-y. Oui, non, enfin, la question juridique était une question qui était primordiale pour nous parce qu'en fait, on ne savait pas comment gérer la maquette. Enfin, on avait peu de soutien et alors depuis, il y a un peu plus de lecture sur les questions juridiques de la maquette BIM, mais on a fait la synthèse en BIM. Enfin, on a fait la synthèse avec les maquettes BIM, mais nos visas n'ont pas été apposés en version BIM. On est resté sur du visa classique sur des documents 2D, etc. Parce que voilà, cette subtilité-là nous était en tout cas méconnue. Et du coup, on est resté sur des éléments 2D. Après, il y a plein de points positifs qu'on peut aussi évoquer. Les points positifs ou les clés du succès. On apprend aussi de nos erreurs. Effectivement, donc, moi, je suis convaincue que c'est un outil extrêmement efficace pour l'exploitation-maintenance, si tant est que l'acquéreur final et des gens qui sachent exploiter la maquette, parce que je pense que c'est la plus grande difficulté. Mais en tout cas, on a défini assez en amont les notions de définition, ou en tout cas ce qu'ils voulaient savoir ce qu'ils voulaient avoir comme élément sur les maquettes. Donc ça, je pense que cette maquette sera vraiment il y aura une possibilité d'être exploitée largement par l'acquéreur. Après, c'est sûr qu'il y a des limites au BIM. Moi, je suis convaincue que ça aurait été plus simple en fait de le faire en BIM niveau 3. Parce qu'effectivement, de ce que disait Arthur, c'est-à-dire qu'il y a une complexité, enfin en fait il y a un timing, une inertie, ouais. Il y a une inertie et un timing qui ne sont pas forcément viables avec les phases de préparation de chantier. Et soit il faut changer le modèle, c'est-à-dire il faut laisser plus de temps en préparation de chantier. Et à ce moment-là, on gagne du temps. Je suis convaincue, si on va au bout du process, on gagne du temps pour faire de la construction hors site. Et à ce moment-là, on gagne du temps de chantier. Donc le temps qu'on prendrait en plus en phase de préparation, on le gagnerait. Tout ça est très hypothétique parce qu'évidemment, les chantiers ne se passent pas toujours de la manière la plus simple possible. Mais voilà, donc l'idée c'était, en tout cas, notre retour d'expérience, c'est que moi je suis très fière qu'on ait réussi à mener quand même ce projet en BIM et qu'on soit arrivé jusqu'où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à quelques mois de la réception. Et on va avoir une belle maquette DOE. On est pratiquement convaincus. Voilà. Je vous invite. On a un peu écourté la fin des slides, mais on va peut-être privilégier les choses. Je peux vous remercier pour ce retour d'expérience. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment ou jamais de les poser. Oui, alors j'arrive. Non, mais on vous entend pas si. Ouais. Bonjour, je m'appelle Léma, je viens des compagnons à Mouchard. Du coup, c'est pour savoir, c'était quoi la différence entre le BIM niveau 3 et le niveau 2? Voilà. Alors le BIM niveau 3, c'est qu'il y a une seule maquette qui est sur un cloud et tout le monde travaille sur une seule et même maquette. Ça a été évoqué un peu plus tôt lors de la table ronde. Les avis étaient divergents. Et nous, on est resté en BIM niveau 2, c'est-à-dire que chacun travaille avec sa propre maquette, mais on est capable de se les échanger et de les visualiser les uns les autres entre guillemets en fond de plan sur nos logiciels métiers. Ce qui a quand même été un gain, je pense, c'est le principal gain même qu'ont pu trouver les entreprises et les différents acteurs sur le projet, c'est que c'est un peu ce que j'expliquais pour les fluides, c'est que tout le monde a pu visualiser un peu dans le détail la complexité des autres lots, les subtilités, et peut-être que dans un sens, ça a accéléré un peu la synthèse sans forcément qu'elle soit nommée ainsi. C'est-à-dire que tout le monde avait déjà exactement un peu ses encombrements, ses emplacements, savoir où passer. Et ça, pour le coup, dès qu'on a les maquettes des autres, on n'est pas bloqué juste sur une vue en plan, et donc il y a plein de choses qui ne sortent pas forcément. On peut aller chercher dans le détail si le fluide il a besoin de faire une petite coupe dans son logiciel métier pour voir qu'est-ce qui passe à cet endroit, ou inversement, le charpentier dire j'ai pas compris, ils m'ont demandé une énorme réservation, à quoi ça sert. Paf, il peut charger la maquette. Il fait ses coupes dessus, voilà, et dans vraiment les 3 dimensions et sur des endroits qui sont un peu sur les interplanchers, là où c'est pas forcément documenté sur des vues, des plans de pH ou de plancher,
voilà, aller dans des subtilités. Et ça, je pense qu'on a un peu gagné en temps d'échange et de visualisation de l'information. Autre question, remarque, oui. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que les professionnels au fond de la salle, moi je dis rien, mais... Eugène Blanchard, l'Institut européen de formation des compagnons du Tour de France. Vous avez cité des points positifs. Est-ce qu'il y a des points négatifs? On a cité plein de points négatifs, non? Ils les ont dit beaucoup moins fort pour nous influencer, en fait. Oui, non, le temps, la question du temps est un vrai point négatif. Parce que ce que disait Arthur, c'est qu'il y a beaucoup d'itérations à faire pour pas rater quelque chose. Un processus qu'on pense expliquer simplement et qui peut être très simple dans une tête d'un des acteurs peut être très compliqué dans la tête d'un autre acteur. Et qui en théorie est linéaire et qui en fait ne l'est pas du tout. Typiquement sur la question de la synthèse, en fait, ce qui nous a un peu perdu, c'est en fait les allers-retours, c'est qu'on peut pas tout résoudre en une détection de conflits, des résolutions, des intégrations des résolutions par les différents corps d'État, et magie, ça fonctionne. En fait, il faut faire beaucoup d'itérations, et là on a perdu du monde, on a fatigué, enfin au bout de l'indice J, les fleets clairement on les a perdus, et faut le dire, ciao la maquette, quoi. Donc, et puis il y a des processus aussi de réalisation de chantier qui sont pas forcément... Par exemple, notre bétonneux, il y a des réservations qu'il a décidé de ne pas faire en amont. Qu'il a préféré, dans sa méthodologie de chantier, faire des carottages. Alors pas pour tous, parce que Arthur évoquait le carottage, mais disons qu'il y a... Donc voilà, donc en fait, la limite, elle est là, parce qu'on leur propose un outil que tout le monde n'utilise pas, en fait. Voilà. Merci. Une dernière question. Par rapport au BIM, on avait parlé de maintenance préventive. Donc on voulait savoir si vous l'avez mis en place, sur quel domaine elle touche. Est-ce que c'est le bâtiment, l'électricité, l'entretien, que ce soit l'entretien des dispositifs, et comment vous recensez les besoins pour installer cette maintenance? Il y a 3 questions. C'est ce qu'on appelle un package. La Caisse d'épargne a fait le choix vous savez déjà, de l'utiliser aussi demain pour l'exploitation-maintenance. Alors, normalement, c'est le but. Alors, au sein de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, nous avons un confrère architecte, et il est en charge des stocks. Donc, c'est un service en charge des stocks. Donc, c'était l'expression. En fait, ce qui a été très drôle, c'est qu'au début, avant même que le projet ne soit défini plus amplement, on a eu des questions du type non mais attendez, nous on déménage 100 fois par an, donc ça fait tous les 3 jours. Cette table-là, on a besoin de savoir comment elle est, où elle va et où elle sera demain. Donc bon, on leur a expliqué que nous déjà on faisait pas le mobilier, on faisait que l'immobilier, mais la question était une question assez fondée, c'est-à-dire lui nous a parlé de la question des tables, mais en fait sur les luminaires c'est le même sujet. Donc on a travaillé avec eux à savoir quels étaient, c'est ce que je disais, c'est-à-dire les renseignements dont ils avaient besoin sur chacun des terminaux. Donc le luminaire, tous les matériels actifs, que ce soit le radiateur, la poutre froide, n'importe quel terminaux, ils ont besoin d'avoir leur spécificité, leurs caractéristiques, donc dimension, ça dépend desquels, mais une dalle de moquette, ils vont avoir besoin de leur dimension, de la couleur et du fabricant, un luminaire, ils vont avoir besoin du taux d'éclairage, donc il y a différentes informations qu'on a travaillé en amont avec l'acquéreur pour qu'ils puissent avoir que dans les DOE, les entreprises puissent renseigner ces informations-là. Après, libre à eux d'en faire, c'est un peu la limite qu'Evocalis, libre à eux d'en faire le bon usage et la bonne exploitation. Ça, c'est un peu moins notre. On peut leur fournir les outils, le matériel le matériel numérique et physique, mais derrière, c'est à eux de mettre en place le process, quoi. Je vais faire une exception pour un collègue qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de cet événement. Alors, Nader de la société S2 Group. Donc au final, j'aimerais savoir si vous avez gagné en termes de qualité de conception, et puis en termes de temps, et puis si vous avez gagné, est-ce que vous saurez le chiffrer? Alors, Moi je dis non au hasard, comme ça. Alors, on a
je vais faire une petite pirouette. On a gagné en termes de connaissances. Voilà. Et c'est de la valeur, la connaissance. Hein. C'est de la valeur, n'est-ce pas? Oui, complètement, ouais. Bon. Ça soulève quoi finalement cette question et cette réponse un petit peu en pirouette? Ça soulève quoi comme difficulté, comme enjeu demain pour le BIM? Évaluer la rentabilité, le retour sur investissement, ou le manque à gagner par rapport à un pilotage classique? Ça rejoint un peu le débat qu'il y avait tout à l'heure sur est-ce que c'est une initiative qui doit venir de la commande ou des acteurs de l'équipe maîtrise d'œuvre. Nous, de notre point de vue, on est vraiment dans le cas où c'est la maîtrise d'œuvre et son mandataire Graham qui a poussé un peu le BIM tout au long du projet. Donc nous, forcément, on y voit une plus-value. Dans les méthodes de travail, une fois qu'elle est intégrée, en fait, comme on était intéressé par ça, on a été moteur tout le long et on a essayé de booster un peu les entreprises à jouer le jeu là-dessus. Peut-être que si ça venait du haut d'une demande à maîtrise d'ouvrage, sans forcément qu'elle soit bien comprise par tout le monde, sans forcément qu'on soit impliqué dedans, peut-être que ça aurait moins bien fonctionné. Là, comme ça venait de nous, on a été vraiment, je pense, moteur tout le long. Votre conviction personnelle, sans vous engager plus que ça, si ça n'avait pas été mené en BIM, perte de qualité, perte en rentabilité? C'est de l'investissement, c'est du temps. Est-ce que ça vaut le coup? C'est un peu ça aussi. Moi, je pense que... alors, on travaille en binôme, Arthur et moi, et régulièrement, je lui demande montre-moi la maquette, fais-moi une coupe là-dessus, parce que là, il y a un truc que je comprends pas. Je viens de voir passer un plan, ou je viens de voir passer un détail. Je comprends pas ce qui se passe là, et pourquoi cette entreprise nous propose ce détail-là. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un outil, en tout cas en synthèse, qui nous a franchement aidés, et même... Chacun a une... Alors nous, c'est notre métier de nous projeter dans l'espace, mais tout le monde n'a pas la même aptitude, et on a chacun d'ailleurs un niveau de projection différente. Et je pense que la maquette BIM aide énormément, de fait, à pouvoir gérer le détail architectural. Et pour la synthèse qui était assez complexe sur ce bâtiment, parce qu'on a on n'a pas de clim, c'est que du refroidissement par eau. On a des réseaux assez conséquents, assez dimensionnés, avec une structure bois qui est un peu nouvelle pour tout le monde. Et à cette échelle-là, je pense qu'on peut le dire, même pour nous aussi, c'est le premier bâtiment aussi gros qu'on fait. Ça nous a permis d'appréhender des questions techniques et de nous les illustrer et vraiment de nous les figurer plus facilement que par du 2D, sans en avoir forcément énormément d'expérience à cette échelle-là. Merci beaucoup Arthur Vinel, Alice Micheli. On peut encore les applaudir, les remercier.